Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité avec 49,80% des voix. Le président sortant Ali Bongo Ondimba proclamé vainqueur de l'élection présidentielle gabonaise. Son principal adversaire, l'opposant Jean Ping, dénonce une fraude électorale. Fin de la visite du président béninois Patrice Talon au Rwanda. De nombreux contrats de partenariat ont été signés. Il a également été question d'échanges d'expertise en matière de gouvernance. Et au Ghana, l'exploitant de la mine de Boissy a suspendu la production d'or, contraignant certains employés à travailler dans la clandestinité. La seule solution, selon eux, pour survivre à cette fermeture brutale. Au Gabon, résultat contesté par les partisans du candidat de l'opposition, Jean Ping, après l'annonce ce mercredi 31 août de la réélection pour un deuxième septennat du président sortant Ali Bongo Ondimba. Au centre de la polémique, les résultats de l'une des 9 provinces du pays, le Haut-Ogooué. À noter que plusieurs manifestations sont déclarées dans les principales villes, notamment à Libreville. C'est un sujet d'Olivia Yaredobré. 5594, c'est le nombre de voix qui sépare le président Ali Bongo Ondimba de son adversaire Jean Ping. Après 4 jours de longue attente, le ministère de l'Intérieur gabonais a annoncé ce mercredi 31 août 2016 la réélection pour un deuxième septennat du président sortant Ali Bongo Ondimba face à son rival Jean Ping. Au cœur de la polémique, les résultats de l'une des 9 provinces du pays, le Haut-Ogooué, fief de l'ethnie Téké du président Ali Bongo. D'après les procès-verbaux, le président sortant obtiendrait dans cette province 95,46% des suffrages avec une participation de 99,93% pour 71 714 inscrits. Des scores que le camping rejette. Pendant cette élection, d'accord, et depuis à peu près 4 jours, on est en train, presque au vu au sud de tout le monde, de présenter le Haut-Ogooué comme la province d'ajustement, celle où on est en train de tripatouiller, qui va permettre à M. Ali Bongo Ondimba de passer devant. Je voudrais vous dire que le Haut-Ogooué est une province comme les autres, que les Altogovéens sont des républicains et qu'en aucun cas, il ne saurait être question de les prendre en otage. Dans le Haut-Ogooué, au niveau provincial, les représentants, nos représentants, nous de l'opposition à cette élection, ont été entendus sur procès verbal et ont reconnu qu'ils ont falsifié les résultats à l'instigation de nos adversaires et contre somme d'argent. Pour le camp Bongo, il s'agit d'un stratagème pour tenter de faire invalider le vote. Le procès verbal dit « Monsieur Pascal Oyougou, qui est de leur camp, nous a appelés pour nous dire qu'on allait nous corrompre avec 100 millions. Ensuite, notre vice-président de la représentant l'opposition, nous a amenés dans une ruelle sombre. Il est entré dans une voiture dont on ne connaît ni la plaque et il est ressorti avec 50 millions que nous avons partagés à 3. Ensuite, les deux mêmes personnes, de façon systématique, insistent à la fin de leur déclaration que nous n'avons pas vu qui nous a donné l'argent, nous ne le connaissons pas et donc nous ne pouvons pas vous donner son nom. Donc voilà comment je vous dis, M. Ping est conscient depuis le début que le Haut-Ogooué va être le pivot dans cette élection et il a lui-même monté ses stratagèmes pour faire en sorte qu'au niveau provincial, il essaie d'invalider le vote altogovéen. Après l'annonce des résultats, les partisans de Jean Ping sont descendus par milliers dans les rues, aussitôt repoussés à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes par les forces de l'ordre. De nombreux incendies se sont par la suite déclarés, dont l'un à l'Assemblée nationale gabonaise. Ouverture ce jeudi du dialogue national initié par le président congolais Joseph Kabila et sous la supervision du facilitateur Edem Kodjo. Les pourparlers censés sortir le pays de la crise politique doivent durer 2 semaines à compter de ce 1er septembre. Mais une large frange de l'opposition refuse toujours d'y participer. Le président béninois Patrice Talon a achevé ce mercredi 31 août sa visite officielle au Rwanda, un séjour de 72 heures consacré au renforcement de la coopération bilatérale et à la recherche d'un modèle de gouvernance pour stimuler le développement socio-économique du Bénin. C'est un reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. La coopération sud-sud est de plus en plus visible entre le Rwanda et le Bénin. Ce 31 août 2016, dernier jour des 72 heures de visite officielle du président béninois Patrice Talon à Kigali, a été marqué par la signature de divers accords économiques et de coopération. Le Bénin, producteur de coton, fournira désormais de la laine à l'industrie textile rwandaise. Le Rwanda, de son côté, aidera à dynamiser le secteur touristique béninois et à numériser les services de l'administration au Bénin pour la rendre plus compétitive. Vous savez, aucun peuple n'est réfractaire au bien.
qu'un peuple est réfractaire au progrès, à un mieux-être. Il n'y a pas de raison que le peuple béninois ne veuille pas progresser, refuse ce qui est bien. Les échanges commerciaux entre les pays africains restent encore faibles. De nos jours, seulement 12% du commerce total en Afrique est intra-africain. Le président rwandais Paul Kagame, l'un des chantres d'une Afrique prospère, reste optimiste pour la progression des échanges entre les Africains. Nos peuples savent désormais ce qui leur convient et ils veulent qu'on le fasse pour leur épanouissement, même si c'est souvent nous les leaders qui entravons la vitalité de la coopération entre nos communautés pour n'importe quelle raison, mais sachez que nous faisons de bonnes avancées et nous souhaitons en faire davantage. La compagnie aérienne du Rwanda, Rwandair, inaugurera son premier vol sur Cotonou dès ce 2 septembre 2016 grâce aux bonnes relations liant les deux pays. Soulignons que c'est la première visite du président Patrice Talon au Rwanda et c'est sa deuxième visite officielle après son investiture en avril 2016. C'est officiel, le Nigeria est en récession après 2 trimestres consécutifs de croissance négative, conséquence de la chute brutale du cours du pétrole. La première économie africaine qui dépend fortement des hydrocarbures a subi de plein fouet la dévaluation de sa monnaie et peine depuis à tirer sa croissance vers le haut. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 11 ans et les investissements étrangers sont historiquement bas. La société minière AngloGold Ashanti a suspendu la production d'or de sa mine d'Obuasi au centre du Ghana en 2014, laissant des milliers de personnes sans emploi et paralysant ainsi l'économie locale. Depuis, les filières de mineurs clandestins se multiplient. Un travail illégal et particulièrement dangereux. Olivia Hierret-Dobré. Des mineurs ghanéens entrent dans la clandestinité pour survivre à la fermeture de la mine d'Obuasi. En l'absence d'alternative, dans une région dévastée par la fermeture de la mine depuis 2014, des centaines de mineurs font régulièrement irruption sur le site, utilisant des explosifs et ceux en quête d'or. 10 000 cédis, soit $2 600 par mois, c'est le montant que peuvent gagner ces mineurs par l'exploitation illégale de l'or extrait sur le site. Nous ne voulons rien, nous voulons juste extraire l'or. Nous ne voulons pas détruire quoi que ce soit. Nous avons faim, voilà pourquoi nous faisons ce travail, pour nous permettre de gagner notre pain quotidien, et il n'y a rien pour nous inquiéter ici. Depuis la suspension de la production de la mine, les habitants disent que le chômage a grimpé, la criminalité a augmenté et les entreprises de la ville ont été affectées. La meilleure façon de faire avancer les choses de façon durable avec un bon financement est de veiller à ce que la mine elle-même, qui est le cœur de métier, soit remise sur pied et ce d'une manière appropriée. La situation d'exploitation minière illégale que nous vivons actuellement ne nous aide certainement pas. Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble pour assurer une atmosphère propice à cette remise sur pied de la mine. Elle pourra ainsi soutenir la communauté et le gouvernement d'une manière durable. L'exploitation illégale de la mine d'Obuasi dissuade les investisseurs potentiels. La société AngloGold Ashanti a donc demandé un arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à Washington. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Togo affrontera dans ce cadre Djibouti ce dimanche 4 septembre. La qualification à cette CAN ne sera pas aisée pour les éperviers, même s'ils parvenaient à remporter la victoire. Les défis restent en effet très grands pour la sélection nationale. Reportage Emefa Kofi. Les éperviers du Togo se préparent activement pour le match contre Djibouti, un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alexis Romao, annoncé sur la liste de la sélection nationale, sera le grand absent de ce match qui aura lieu le dimanche 4 septembre 2016 au stade de Kégué. Même si le Togo parvient à battre Djibouti, il n'a pas son destin en main pour une qualification de la CAN au Gabon. Lorsque nous prenons le groupe, quand on voit la Tunisie et le Libéria qui sont à 10 points, le Togo à 8, même si on gagne avec un score fleuve Djibouti dimanche au stade de Kégué, 8-0, 10-0, ça ne comptera pas trop parce que là, la seule chance que nous avions de nous qualifier pour Gabon 2017, c'était le match contre la Tunisie ici. Mais on a fait match nul, c'est là où totalement toutes les chances sont perdues. Maintenant, nous sommes en football, tout est possible, mais je dis encore que c'est quasiment infime ou voire même inexistant.
Conscient de l'enjeu du match contre Djibouti, le sélectionneur des éperviers du Togo vise loin. On parle de l'amélioration des performances de l'équipe nationale dans les prochaines années. On va tellement être loin au classement FIFA dans les prochains mois parce que comme il n'y aura pas de match de Coupe du Monde, tous ceux qui sont qualifiés vont tous prendre des points et nous on marquera plus grand chose. Donc il va falloir au moins 2 ans pour commencer à espérer retrouver un classement FIFA un peu plus en adéquation à ce que représente le football ici au Togo. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, ce pays était en Coupe du Monde. C'est pas il y a un siècle, il y a seulement 10 ans. Donc il faut retrouver ces parfums-là, quoi. Mais il faut être patient. Ça va prendre du temps. Premièrement, le championnat va redémarrer. Après, de mettre en place une équipe nationale locale, il faudra au moins 1 an pour qu'on puisse avoir vu tout le monde. Depuis le 11 août 2016, le Togo est au 109e rang au classement FIFA. Pour le compte de la CAN Gabon 2017, il est dans le groupe A avec la Tunisie, le Libéria et Djibouti. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.